Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous commençons toujours cette émission par une citation. Pour vous, j'ai choisi Talleyrand, le diplomate, le fameux diplomate aussi apprécié, admiré, que craint et détesté, l'homme aux 14 serments. Et Talleyrand disait « Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie ». Qu'est-ce que cela vous évoque, vous qui êtes dans la majorité présidentielle actuelle ? Je crois que c'est en effet une citation que beaucoup pourraient reprendre à leur compte. Je ne sais pas si tous l'assumeraient, mais où de fait, que ce soit par le biais de frondeurs ou autres, dans un certain nombre de mandats, on a souvent eu l'impression que l'intégration au sein d'un gouvernement était aussi un levier pour porter d'autres idées que les idées qui étaient majoritaires. Donc ça, je pense qu'en effet, malheureusement ou pas d'ailleurs, mais que ça s'est souvent répété au sein des différents gouvernements. Après, je pense que quand on est député, on est toujours à peu près entre deux feux qui seraient quasiment indépassables, où on serait soit justement un frondeur dès qu'on aurait une opinion ou une conviction différente de celle de la majorité ou de celle du gouvernement, et on serait un godillot parfait à partir du moment où on voterait conformément à ce que propose le gouvernement. Je crois que la réalité, elle est heureusement beaucoup plus nuancée et beaucoup plus complexe que ça, et qu'on a des convictions qu'on a envie de porter, on a un temps limité pour les faire vivre, puisqu'on est rythmé par un cycle électoral, où de fait on ne sait pas si on sera reconduit ou non, choisi à nouveau ou non par les Français. Et je crois qu'il y a l'envie aussi quand même qui nous anime, qui est très sincère, de se dire on n'a pas envie d'avoir un temps perdu, un temps gâché, et on a envie d'avoir réussi à porter tout ce qu'on avait à dire et à faire pendant ce délai-là. Alors parfois c'est évidemment dans l'expression majoritaire quand vous faites partie de la majorité, et puis parfois c'est des expressions plus minoritaires parce que ça n'était pas prévu initialement, mais c'est pas pour autant que c'est illégitime de le faire. Donc je pense qu'il faut réussir à sortir de ce caractère un peu binaire. Alors sur Livre Noir, on est très attaché à la pluralité d'opinions et vous êtes la première personne engagée en politique que nous recevons, engagée vraiment dans l'arène politique. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Et vous qui êtes parfois difficile à cerner, est-ce que vous pourriez nous dire si la droite et la gauche aujourd'hui, ça a encore un sens? C'est un vieux débat, est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est un clivage dépassé? Voilà, si en quelques mots vous pouviez dire ce que vous êtes et puis quelles sont, je sais que c'est difficile, mais effectivement vos options politiques de ce point de vue. Alors, moi je me suis engagée tôt. Je me suis engagée quand j'avais 16 ans, qui correspondait à un moment très particulier en France, qui est un moment qui est devenu malheureusement habituel, qui était la première fois que l'extrême droite était au second tour d'une élection présidentielle. Donc c'était après le 21 avril 2002, qui est une date qui reste en mémoire, qui a beaucoup marqué nos générations, qui malheureusement, encore une fois, s'est estompé. Ce souvenir s'est progressivement estompé et aujourd'hui, on s'est toutes et tous malheureusement habitués à ce scénario comme s'il devenait légitime ou normal. Et je pense qu'on ne devrait pas du tout s'y habituer et tout faire évidemment pour le combattre. Et au moment où il y a de fait ce second tour, il y a aussi un sursaut qui s'exprime dans le pays, démocratique, républicain, à l'époque autour de Jacques Chirac, avec un vrai front républicain qui pouvait prévaloir sans aucune ambiguïté à l'époque, y compris des forces de gauche qui clairement appellent à faire barrage à l'extrême droite. Là encore, les choses se sont malheureusement bien estompées aujourd'hui. Et ça correspond aussi à la création d'un nouveau temps politique, notamment à droite, au centre et pour les libéraux, puisque l'UMP se crée. Et l'UMP, à l'origine, c'est vraiment la réunion des forces de la droite, du centre et des libéraux, puisque vous retrouvez tant Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, que Jean-Pierre Raffarin ou qu'Alain Madelin. Et moi, j'adhère au moment de la création de l'UMP, donc c'est à peine quelques mois, 3-4 mois après la campagne législative de 2002. Par cohérence avec les idées que j'estimais avoir envie de porter dans une génération où forcément j'ai fait mes premières convictions politiques au travers du mandat qui était à l'époque celui de Lionel Jospin dans le cadre de la cohabitation avec Jacques Chirac. Donc j'ai aussi réagi en positif ou en négatif par rapport à ce qui était proposé. Et le mandat de Jospin a été un mandat qui était très fort pour la gauche, avec de très grandes personnalités qui étaient membres de son gouvernement, de Dominique Strauss-Kahn à Martine Aubry, à Elisabeth Guigou, et aussi l'affirmation d'un vrai socle de gauche dans lequel
moi, je ne me reconnaissais pas sur la question du travail, notamment, sur la question de la réponse pénale. Et donc, je me suis un peu exprimée en contre. Et avec enthousiasme aussi sur la capacité d'arriver à réunir encore une fois dans un même parti politique des courants de pensée, des familles de pensée qui étaient diverses. C'était ça l'objectif de l'UMP. Et malheureusement, au fil des années, la droite s'est rétrécie, en vérité. Elle a oublié justement qu'elle avait souhaité faire une recomposition politique volontairement large, et elle s'est finalement rétrécie, même plus encore que ce qu'était le RPR de l'époque. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir été très longtemps membre de cette famille politique, de l'UMP jusqu'aux Républicains, puisque je suis restée au moment où il y a eu cette bascule et ce changement de nom, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, j'ai considéré qu'à un moment, ma place était plus là, en vérité. Je suis restée jusqu'au bout, en tout cas ce qui, moi, correspondait le maximum de là où je pouvais aller, en étant en totale fidélité pendant une dizaine d'années à Nicolas Sarkozy, donc moi qu'on accuse souvent d'avoir varié je ne sais combien de fois. En vérité, j'étais membre d'un parti politique depuis mes 16 ans jusqu'à mes 32 ans, mes 30 ans, voilà, donc d'un seul parti politique, avec une personnalité politique puissante pour laquelle j'ai toujours beaucoup d'admiration, qui est Nicolas Sarkozy. Et puis, à la fin, je me suis pas reconnue, en fait, dans ce que lui portait et dans ce que la droite française portait. J'ai fait la campagne d'Alain Juppé. Je pense que si Alain Juppé ou Nathalie Kosciusko-Morizet n'avaient pas été candidats à la primaire de la droite et du centre, je serais probablement partie plus tôt, et plus tôt auprès d'Emmanuel Macron. Mais je considérais par fidélité, il y a un caractère parfois très émotionnel aussi dans la politique, et très irrationnel du coup aussi, qu'il fallait rester jusqu'au bout. Mais Alain Juppé n'a pas gagné la primaire, malheureusement. Et très naturellement, j'ai considéré qu'il y avait beaucoup plus de connexion dans la pensée politique qui était celle d'Alain Juppé et celle d'Emmanuel Macron. Et quelques mois plus tard, d'ailleurs, Emmanuel Macron gagne la présidentielle et nomme Édouard Philippe Premier ministre, qui était évidemment l'un des premiers lieutenants d'Alain Juppé, ce qui conforte l'analyse que moi j'ai faite au lendemain de la primaire. Donc, je suis vraiment restée fidèle à ça, c'est-à-dire fidèle à, en effet, une pensée qui est une pensée libérale, qui est une pensée libérale qui s'assume d'un point de vue économique, qui assume un certain nombre de débats de société où la droite ne peut pas en permanence donner le sentiment de ne pas être capable de s'ouvrir. C'était notamment le cas sur le mariage pour tous, où moi j'ai vécu très violemment cette période-là, où j'ai pas compris en fait que la droite fasse un cheval de bataille de la question de l'ouverture des droits pour les autres qui n'enlevaient rien à ceux qui en avaient déjà. Et donc, c'est la raison pour laquelle voilà, j'estime qu'il y a cette cohérence-là et que cette cohérence, elle m'a amenée naturellement auprès d'Emmanuel Macron et d'En Marche. Est-ce que cette cohérence, elle n'a pas été un peu battue en brèche quand vous avez été abandonné par votre majorité? En tout cas, ça a créé une bronca au moment où vous avez déposé cet amendement contre justement le voilement des petites filles. Vous avez déclaré: je doute de l'avenir d'une petite fille de 4 ans voilée, ce qui paraît être du bon sens, et je pense que l'immense majorité des Français étaient d'accord avec cette idée. Pourtant, au sein d'En Marche et au sein d'une partie de la gauche, vous avez été très critiqué à ce moment-là. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que justement à ce moment-là, vous vous êtes dit il y a peut-être une dérive entre guillemets du macronisme, ou voilà, quelle a été votre analyse à ce moment-là? Cette question très précise sur la question du voile, et là plus spécifiquement, parce que moi c'est vraiment ça que je visais, c'était pas la question qui peut s'interroger aussi de la liberté d'une femme adulte de porter ou non un voile islamique au regard de ce que ça dit en termes de connotation politique. Mais là on s'intéressait uniquement aux petites filles. Je l'ai pas porté seule déjà. Je l'ai porté avec d'autres collègues députés au sein de la majorité, notamment Jean-Baptiste Moreau, qui est porte-parole du parti La République En Marche, qui est là depuis le tout début. Qui a écrit une tribune d'ailleurs avec Zineb El Razaoui notamment. Donc, clairement, déjà, je me suis jamais sentie seule au sein d'En Marche. Je suis très accompagnée depuis le début et je me sens très bien là où je suis. Et j'ai su d'ailleurs en adhérant que ce serait un aller sans retour. Que je ne pouvais pas venir au sein de La République En Marche pour en repartir si d'aventure j'étais pas satisfaite idéologiquement, intellectuellement, électoralement. Voilà, j'ai fait un vrai choix très clair et politique.
Et après, il y a des combats qui sont restés les miens. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai changé de parti que j'ai changé d'idée. C'est parce que mon ancien parti, lui, a oublié un certain nombre de valeurs que j'en suis partie. C'est pas l'inverse. Moi, les idées que j'ai toujours portées, elles sont restées. Et j'ai toujours porté le combat laïque comme étant l'un des combats essentiels qu'on a à faire vivre dans notre République, parce que je crois que c'est l'une des meilleures garanties de notre capacité à faire société, notre capacité à assumer d'être une nation, notre capacité aussi à regarder les Français comme des citoyens et non pas à les regarder avec telle ou telle particularité. Le cœur même de ce qu'est l'ADN de La République En Marche, de ce que le président de la République a porté, c'est ce qu'il appelait la lutte contre les assignations à résidence. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de vous regarder comme éternellement né dans tel quartier, ou avec tel patronyme, ou de telle identité, ou telle orientation sexuelle, ou de tel genre, vous êtes regardé tout simplement comme un citoyen. Et l'objectif de la République, c'est de faire en sorte que vous ayez les mêmes chances. C'est ça, lutter contre les assignations à résidence. Et moi, je considérais qu'il y avait une cohérence à avoir porté ça et à lutter contre une assignation insupportable pour des petites filles qui n'ont pas leur libre arbitre à 4, 5 ans ou 6 ans, qui n'ont pas la capacité de comprendre le fardeau qu'on leur fait porter, de comprendre la signification du vêtement qu'on leur fait porter, qui n'est pas un vêtement comme un autre. Après, on a eu un débat. Ce débat, il est tranché et c'est pas grave. Ça n'empêche pas que je continue à porter cette conviction-là et je suis loin d'être seule à la porter au sein de La République En Marche. Je réagis à ce que vous disiez sur cette expression d'assigné à résidence. Est-ce qu'il n'y a pas les bons et les mauvais assignés à résidence? Je veux dire par là que dans La République En Marche, est-ce qu'on n'a pas oublié à un moment la France périphérique, au moment de la taxe carbone et de la fameuse émeute des Gilets jaunes? Ou est-ce qu'il n'y a pas une manière de considérer les gens qui votent justement Front National, Rassemblement National, avec un certain mépris? Est-ce qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, peut-être des œillères qui ne sont pas forcément les vôtres, mais qui expliquent justement cette révolte des Gilets jaunes ou cette difficulté à rassembler d'Emmanuel Macron, malgré ce que vous expliquez dans ses objectifs initiaux? Ce que vous exprimez sur le mouvement dit des Gilets jaunes, il vient de beaucoup plus loin que de ce quinquennat. C'est-à-dire ce sentiment fort de relégation, de déclassement d'une partie de la société française. C'est évidemment, à mon avis, le premier sujet sur lequel, quand on est un homme ou une femme politique, on doit pouvoir travailler. C'est là aussi, encore une fois, où les combats républicains ils doivent prévaloir, parce que c'est la meilleure garantie aussi, justement, qu'on n'ait pas des citoyens qui ne se sentent plus appartenir à la République ou plus suffisamment considérés par la République française. Donc ça, je l'entends et je vois bien que ça touche finalement tous les départements dans notre pays, parce qu'en vérité, on se sent de plus en plus relégué où qu'on soit, c'est-à-dire la métropole versus la périphérie, l'intercommunalité, donc avec le cœur de ville versus les communes alentours, les villages alentours. C'est très exprimé dans un certain nombre de politiques publiques. Ça s'exprime au moment de la fermeture d'un bureau de poste, ça s'exprime sur la question du déploiement de la fibre dans notre pays, ça s'explique sur les mobilités. Donc, ça vient de très loin, ce mouvement-là. Et quelque part, c'était même un peu fou qu'il ne se soit pas exprimé plus tôt dans le pays, comme s'il y avait une forme de résignation, de fatalité à cette forme de relégation. La question, c'est, est-ce qu'on sait, en tant que politique, démontrer l'empathie qui est nécessaire vis-à-vis de Français qui ressentent cette relégation, même si elle n'est pas quantifiée, même si dans les faits, elle n'existe pas toujours. Je pense que c'est la première chose, de considérer à un moment aussi qu'il y a une souffrance ou une douleur qui peut s'exprimer et qui génère une incompréhension manifeste aussi de ce qu'on peut faire. Et après, comment on remet justement de l'État dans tous les territoires. Moi, c'est ça que j'ai retenu de la crise des Gilets jaunes. C'est qu'à un moment, on avait envie de plus d'État. Et pas plus d'État au niveau central et parisien, mais plus d'État dans les territoires. Pour montrer que les services publics, en vérité, ils étaient vraiment des services au public et ils étaient partout en France. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de déployer, qui est, à mon avis, nécessaire et qui s'exprime sur l'ensemble des strates. C'est-à-dire, c'est ne plus fermer de classes dans les zones rurales, parce qu'on sait que l'école, c'est le poumon des villages et c'est ça qui donne et qui garde de l'attractivité, de la capacité à attirer des jeunes couples et des familles. C'est la question, évidemment, des transports et d'investir sur les trains du quotidien pour donner des solutions concrètes sur la capacité à être
être mobile tout simplement dans le pays, c'est la question des logements. Comment on fait en sorte que cet effort sur la construction de logements il soit beaucoup mieux réparti dans le pays. Et je crois que là-dessus, aujourd'hui, on a des réponses qui sont très concrètes à apporter. Je reviens sur le voilement des jeunes filles. En fait, comment vous expliquez que une partie de la gauche et quelques personnes de votre majorité ne vous aient pas soutenu et puis quelqu'un vous a ramené même à Marine Le Pen ou vous a accusé d'extrémiste de droite. Enfin, pourquoi ce féminisme à géométrie variable? C'est vous qui avez employé l'expression. Oui, parce que moi, je suis profondément féministe. Je me suis exprimée dans ma vie personnelle, politique. À chaque fois qu'il y avait des combats féministes, on a eu aussi un débat qui était très intense à l'Assemblée nationale sur la question de l'accès à l'IVG partout sur le territoire. Là encore, c'est une inéquité territoriale qui est malheureusement manifeste, où on n'est pas la même femme partout sur le territoire. Et ça s'exprime aussi sur la question du droit à maîtriser son corps et à faire les choix pour soi-même et les choix qu'on veut faire en toute liberté. Où là, je me suis opposée de manière très virulente à une partie de la droite qui refusait qu'on puisse mieux garantir le droit d'accès à l'IVG. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit aujourd'hui une forme de dévoiement d'un certain nombre de combats féministes, comme si certains voulaient capter ce combat-là, voulaient renier aussi les combats qui avaient été portés. J'entends aujourd'hui des critiques sur les combats des femmes des années 60-70, alors qu'on en est clairement les héritières et que sans elles, je ne serais probablement pas aujourd'hui présente en tant que députée et interrogée par vous, je pense de manière évidente. Ma mère n'aurait probablement pas eu non plus le même destin. Mais on est en train de les mettre en accusation, elles, en disant, c'est ce que je lis parfois, que finalement c'était uniquement des femmes blanches ou la bourgeoisie qui s'exprimait. Mais quand ces femmes se sont exprimées, elles ne se sont pas exprimées juste pour elles-mêmes, elles se sont exprimées pour toutes les femmes. Et c'est là où on voit qu'il y a une difficulté majeure aujourd'hui avec les thèses racialistes versus notre identité, qui est une identité universaliste, qui est encore une fois, l'universalisme, il permet d'adresser tous les combats pour tous les citoyens. Ça n'est pas parce que moi-même, dans ma chair, je ne souffre pas, que je n'ai pas le droit de souffrir pour les autres et que je n'ai pas le droit de porter les combats des autres. Et c'est ça qui s'est passé, notamment avec les féministes des années 60 et 70. Elles portaient les combats de toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, on voudrait séparer finalement la société, la diviser, où chacun n'a le droit d'exister que par rapport à sa souffrance personnelle et n'a le droit d'intervenir dans l'espace public, dans la vie politique, que sur son champ personnel. Et ça, je crois que c'est la fin de la capacité à faire cause commune, en fait, et à être ensemble dans ces combats-là. Et je crois que ça doit se combattre de manière extrêmement puissante. Mais donc, c'est de la lâcheté, justement, de la part de ceux qui ont... C'est de l'électoralisme ou c'est une idéologie malsaine, une forme de racialisme, de néo-racialisme ou... Qu'est-ce que... Voilà, j'aimerais vraiment vous faire dire... Ça vient d'où, en fait? Parce que ça paraît incompréhensible pour la majorité des Français. Je pense que ça paraît incompréhensible, j'espère. On voit quand même qu'il y a un décrochage qui est très inquiétant entre une partie de la jeunesse française et le reste de la société sur ces sujets-là. Peut-être aussi parce qu'ils sont envahis par ces thèses-là dans leur quotidien, dans les médias qu'ils consultent, sur les réseaux sociaux, les plateformes sur lesquelles ils regardent aujourd'hui de la fiction, où finalement il n'y a plus que ces thèses-là qui existent, où on voit aussi qu'elles prolifèrent à l'université, dans un certain nombre d'écoles. Et si on n'accepte pas qu'on a un phénomène qui est grandissant, même s'il reste heureusement marginal, qu'on doit à la fois quantifier et qu'on doit combattre, je pense qu'on aura des lendemains qui seront très douloureux sur ces questions-là. Alors après, qui en porte la responsabilité? Elle est clairement collective. Pendant des années, certains ont laissé faire. Est-ce qu'ils ont laissé faire par naïveté, parce qu'ils ont préféré regarder ailleurs, par lâcheté, par clientélisme électoral? Je crois qu'il y a un peu de tout ça en fonction des interlocuteurs. Ce qui est certain, c'est que ça a produit les effets qu'on connaît aujourd'hui, qui font qu'on a un décrochage avec une partie de la jeunesse française, qui font qu'on n'arrive plus à porter, nous, nos combats, qu'on a l'impression de passer pour nous, non seulement des ringards, mais ça, à la limite, on peut vivre avec, mais surtout comme étant ceux qui, au contraire, porterions une division de la société, alors même que, justement, l'universalisme est encore une fois la meilleure garantie de la société. Et si on n'arrive pas à la fois intellectuellement à le faire comprendre et dans les faits à le démontrer, alors je pense qu'en effet, on aura matière à être très inquiet dans les années qui viennent.
Pour le dire autrement, est-ce qu'Elisabeth Borne avait raison de parler d'islamo-gauchisme, justement, pour décrire Frédérique Vidal, oui, évidemment, elle avait pardon, raison. oui. Évidemment, elle avait raison, puisque ces thèses existent, et certains s'en revendiquent de toute façon. Donc, je crois qu'à un moment, si on n'assume pas les mots pour désigner ce qu'on doit combattre, on n'arrivera jamais, justement, à le combattre. Et je crois que ça, elle a eu raison de le faire. Ça n'empêche pas d'être ministre de l'enseignement supérieur et de se battre contre la précarité étudiante, de se battre pour rénover le mode de fonctionnement de notre université, de se battre pour la recherche et une loi de programmation sur la recherche. On a le droit de faire tout ça en même temps, mais je crois qu'on n'a pas le droit d'abandonner des combats de valeur, parce que ce sont les combats essentiels qu'on doit mener quand on veut s'engager en politique. Mais dès qu'on emploie justement le mot d'islamisme, que ce soit effectivement Frédérique Vidal ou que ce soit vous-même, le rappeur Médine a porté plainte contre vous récemment. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode? C'est un peu le mot tabou. Et même là, dans notre échange, vous l'avez utilisé, je crois, une seule fois, alors qu'on devrait pouvoir en parler très naturellement. Tabou. J'ai aucun tabou à l'employer. Moi, je l'ai fait régulièrement quand c'est justifié, évidemment, de le faire. Et on a aussi, évidemment, ce combat-là à mener contre l'islamisme. Et d'ailleurs, on le fait. Non seulement, on s'est doté de moyens juridiques pour le faire depuis 2017. On a fermé non seulement des lieux de culte radicalisés, mais on a aussi fermé un certain nombre d'établissements qui recevaient du public, que ce soit des bars, des restaurants, des salles de sport, notamment par exemple de boxe, où clairement on était sur des lieux de prosélytisme et on n'était pas sur autre chose. On a fermé des écoles hors contrat, qui étaient tout sauf des écoles surtout. Où clairement les enfants, on a fermé une école à Bobigny, c'était pas une école, il n'y avait pas de cours d'école, il n'y avait aucun autre livre que le Coran, on avait des tout petits enfants qui étaient intégralement voilés. Donc quel avenir on promet à ces enfants français si on n'est pas capable à un moment de les protéger? C'est ça, à un moment, justement, être universaliste, c'est considérer que tous les enfants sont aussi importants et que notre responsabilité, c'est d'arriver à tous les protéger, y compris parfois contre eux-mêmes, y compris parfois contre leur propre famille, quand justement il y a malheureusement un terreau islamiste qui existe. Mais est-ce que c'est la bonne manière de mener ce combat? Parce que, comme vous le dites, les mosquées, malheureusement, elles vont rouvrir ensuite, sous un autre nom, sous une autre forme, les écoles aussi. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi une manière de voir les choses et d'envisager les choses, peut-être une fierté vis-à-vis de la civilisation qu'on cherche à faire partager, peut-être justement une fierté vis-à-vis de la place de la femme dans nos sociétés, et que c'est peut-être dit un peu sous le boisseau par peur de choquer. Est-ce que ce sont les bonnes armes? Est-ce qu'on ne traite pas uniquement le symptôme sans traiter Mais je pense qu'il faut accepter de se doter de toutes les armes. Donc il y a à la fois des armes intellectuelles qui existent et qu'on ne doit pas abandonner. Et on a heureusement des figures de proue qui sont essentielles. Delphine Orviller, il suffit de lire son dernier livre. Caroline Fourest, quand elle a écrit justement sur la génération dite offensée, elle décrit très très bien ce phénomène-là. Donc on a heureusement, et d'ailleurs des femmes qui s'engagent et qui s'engagent très clairement. Zineb El Razaoui qu'on a cité précédemment. Donc il y a un combat intellectuel parce que c'est pas anodin ceux qui veulent justement changer les mots, tordre les mots pour changer ensuite la réalité qui est celle de notre pays. Il y a un combat en effet d'identité. Et l'identité, c'est pas quelque chose contre, au contraire, c'est quelque chose qu'on peut partager. Donc assumer de parler d'identité, c'est pas pour exclure, c'est au contraire pour considérer que chacun peut et doit être accueilli dans la République française. Et la fameuse métaphore sur nos ancêtres les Gaulois est très intéressante d'ailleurs de ce point de vue-là, où de fait, ça veut dire qu'on peut tous se reconnaître dans un récit national, même si c'est pas nos ancêtres. Mais parce que à la fin, on appartient et on a été accueillis dans un pays, dans une nation qui fait qu'on y soit né ou qu'on y ait grandi, quel que soit le moment où on est arrivé, qu'on y soit depuis 10 générations ou depuis une seule, on est tous reconnus de manière égale au sein du territoire français et de la République. Donc ça, je crois que c'est des combats qu'il ne faut pas lâcher. Et puis après, il y a en effet des fermetures qu'il faut pouvoir prononcer. On ne peut pas accepter que sur notre sol, encore une fois, notamment les enfants, puissent être les victimes collatérales sur ce sujet. Et à cet égard, la droite n'est pas toujours très claire non plus. C'est-à-dire ce combat de valeurs, c'est pas la réaffirmation d'une chrétienté triomphante. La religion, ça appartient à l'intime,
ça ne regarde personne d'autre que la personne qui pratique ou qui ne pratique pas. Mais ça n'intéresse pas l'espace public. Moi, je ne suis pas là pour défendre la présence d'une crèche dans un hall de mairie, parce que j'estime que ce n'est pas sa place, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une identité dans notre pays, qui est évidemment une identité aussi, une tradition judéo-chrétienne. Mais ce n'est pas en réaffirmant ça dans des espaces qui sont des espaces de citoyenneté laïque qu'on va y arriver. Ou alors, on donnera le sentiment que le combat laïque, c'est le combat pour certaines religions. Et là, à mon avis, on commet une grave erreur et on s'empêche, en vérité. Est-ce que c'est pas un en même temps artificiel que vous faites là? C'est-à-dire qu'entre une crèche dans une mairie et un professeur décapité, il y a quand même pas seulement une différence de degré, il y a une différence de nature. Non, mais C'est j'ai que... jamais mis les deux Non, sur non, le même plan. non, je veux dire plus généralement, c'est-à-dire je comprends très bien l'idée, on le voit dans la manière de faire la politique d'Emmanuel Macron, pas forcément vous, parce que vous, sur les sujets de la défense des droits des femmes, vous êtes justement très clair. Mais il y a souvent ce côté un peu en même temps, on va mettre en balance deux choses qui ont l'air de loin semblables, mais qui en fait ne le sont pas, au lieu de se concentrer sur le combat essentiel. Et là, je me permets de lier au sujet de la Turquie, qui par exemple, par un arrêt là, s'est retirée de la Convention d'Istanbul, qui était autour de la défense voilà, du droit des femmes et des violences faites contre les femmes surtout. On sent que le combat, il est très intense. Je veux dire, c'est pas la papauté aujourd'hui qui empêche l'égalité homme-femme en France. Alors qu'on voit qu'au niveau de l'islam, c'est un combat qui n'a pas seulement lieu en France, mais aussi à l'international. Est-ce que le risque, c'est qu'avec le en même temps, que vous ne pratiquez pas, mais là-dessus, qu'on voit souvent dans la majorité En Marche, dont vous êtes, il y a un risque de perdre de vue qui est le vrai adversaire, quoi. Déjà, moi, je suis pas là dans un combat ni pour ni contre une religion ou des religions. Encore une fois, moi, j'ai été élevée dans un certain nombre de valeurs. J'étais dans une école publique et puis dans une école privée catholique. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui croient. Mais encore une fois, la croyance, y compris religieuse, elle appartient à l'intime. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français sont aussi un peu lassés de la surexposition dans l'espace public, dans la surexposition médiatique de la parole religieuse, quelle qu'elle soit. On est dans un pays laïque. Et je ne peux pas être devant vous et défendre un principe de laïcité en exprimant l'idée que le principe de laïcité, il serait avant tout là pour être un étendard à l'encontre d'une religion. Déjà parce que je ne le pense pas, je ne le crois pas, et qu'en plus je pense que ce serait profondément inefficace. Donner le sentiment que la laïcité, elle est là pour protéger certains au détriment d'autres, c'est se tromper sur ce qu'est ce principe, et c'est au contraire accréditer les idées de certains qui se disent finalement c'est contre nous que ces lois sont faites. Quand on fait la loi en 2004, qui est une loi essentielle, sur l'interdiction de tous les signes religieux à l'école, on interdit bien tous les signes religieux à l'école. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une pensée spécifique sur la question du voile, encore une fois, sur ce que ça renvoie comme image de la femme. Mais on ne fait pas une loi sur le voile, on fait une loi sur tous les signes religieux, considérant que dans l'école de la République, aucun enfant ne doit se distinguer par son appartenance religieuse. Et parce que ça appartient, encore une fois, à son intimité. Et c'est ça qu'on doit tenir. J'entends bien. Et moi, loi justement, doit j'ai le pas dire. deux en même temps. Oui. Ceux qui pratiquent le en même temps, c'est ceux qui vous disent, justement, la laïcité, c'est pour certains. Non, la laïcité, c'est pour tous. Oui. On a eu ce débat à l'Assemblée nationale lors de la loi, justement, sur la question des valeurs républicaines et de la lutte contre le séparatisme, sur la question de l'instruction en famille. C'est-à-dire celles et ceux qui ont fait le choix d'instruire à domicile leurs enfants. C'est 60 000 enfants en France versus 12 millions d'enfants scolarisés. Donc c'est une pratique qui est, de fait, numériquement, extraordinairement minoritaire. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a dit? Et je crois que chacun pourra convenir de son engagement très clair sur les valeurs dont on parlait. Il a dit, on ne peut pas, la République ne peut pas, ne pas interroger les parents pour comprendre pourquoi ils n'ont pas souhaité mettre leurs enfants à l'école. C'est 60 000 enfants versus 12 millions. C'est donc légitime que la République se demande pourquoi ils ne sont pas scolarisés comme les autres, ce qui a motivé cette décision-là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va demander à toutes les familles de justifier leur choix. Ce n'est pas une question de défiance, c'est qu'encore une fois, la République, c'est pour tous les enfants de notre pays. Ça ne peut pas être juste pour certains. Et donc parmi ces 60 000, il y a des motivations très différentes. Ça peut être un enfant qui a subi du harcèlement scolaire et qui a dû être retiré pour le protéger de son environnement. Ça peut être un projet familial d'une famille nombreuse qui est amené aussi à beaucoup évoluer, beaucoup voyager.
ou ça peut être des projets prosélytes et idéologues qui se détachent clairement de la République. Eh bien, sur ce sujet, j'ai été très surprise de voir que la droite s'y est clairement opposée. Clairement opposée. À l'Assemblée nationale, ils ont tout fait, bataillé pendant des heures, extrême droite comprise, pour qu'on supprime cette disposition du projet de loi. Et au Sénat, ils l'ont retirée. Donc, c'est là-dessus où il y a une incohérence. C'est eux qui pratiquent le en même temps sur certains de ces sujets-là. Parce que quelle sera la crédibilité demain de ces élus pour justement réaffirmer des principes républicains clairs si là, en vérité, parce qu'un certain nombre de familles les ont alertés en disant « mais nous, on ne veut pas justifier parce qu'on est complètement dans la République eh bien, pour ces familles-là, résultat, on ne vote pas la disposition. Ben moi, j'ai tenu un discours de vérité à ces familles. J'ai dit « je peux comprendre votre choix, c'est pas le mien, mais je peux comprendre pourquoi vous l'avez fait, mais c'est normal que la République vous demande d'expliquer le choix qui a été le vôtre parce qu'on ne peut pas juger a priori que c'est le bon pour les enfants. » Et le en même temps, en effet, il ne peut pas exister sur les principes républicains, sur les valeurs républicaines ou sur la laïcité. Mais à mon avis, il n'est pas là où vous le mettez. Non, ce que je veux dire, c'est que le combat aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le poisson le vendredi, que c'est le halal à la cantine ou les menus sans porc. Même s'il faut une loi, et vous avez parfaitement raison, c'est l'esprit même de la République française, une loi qui s'applique à tous, mais il ne faut pas être dupe et d'ailleurs prendre les gens pour des idiots. On sait très bien quelle religion aujourd'hui cherche à s'immiscer dans l'espace public. Oui, mais on ne peut pas parler d'une religion. Encore une fois, ce n'est pas la même chose de parler d'une religion, de cibler directement une religion et ceux qui la pratiquent. Encore une fois, moi, jamais je ne ferai ça, parce que je pense qu'on fait un amalgame qui est dangereux entre un certain nombre de nos compatriotes qui sont musulmans et qui ont toute liberté et droit de l'être et de pratiquer leur religion. Parce qu'encore une fois, ça relève de leur intimité. Et moi, je ne fais pas la différence entre les concitoyens dans notre pays en fonction des religions qu'ils pratiquent. Ça ne me regarde pas, en fait. Ce que je veux dire, c'est que justement... Et l'entrisme qui peut exister d'une idéologie islamiste, ce qui n'est pas la même chose que l'islam. Donc, et c'est ça qu'il faut distinguer. Sauf que l'islam, intrinsèquement, est lié à la vie publique et de nature d'essence théocratique par ses principes, par ses règles, ce qu'a pu être à certaines périodes le catholicisme, ce qui n'est plus entre autres depuis la loi de laïcité de 1905 qui était très dure. C'est pour ça qu'il faut que chacune de nos religions, chaque religion qui est présente sur notre territoire, se conforme et se soumette aux lois de la République. Ce que je veux dire, c'est que le judaïsme l'a fait dès le Concordat, sous Napoléon. L'Église catholique, ça s'est fait en 1905. En fait, ça a duré 20 ans. Ça a été très dur. Il y a eu plus de 30 000 religieux qui ont été expulsés. Ça a été un moment de friction très forte. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'État n'ose pas le faire aussi avec l'islam. Qu'il le fasse également avec les autres religions, bien sûr, et vous avez raison de le rappeler, parce que c'est le bon sens, mais au fond, ce que je veux dire, c'est que ça a déjà été fait historiquement avec les autres, et que l'islam, qui est plus récent sur le sol français, ben, lui n'a pas cette habitude-là, et que je pense que le fait de ne pas le cibler de façon intelligente, bien sûr, mais de dire ce qui est nouveau dans le rapport de la France à l'islam, et de le mettre dans une espèce de pot commun religieux, c'est peut-être une erreur d'appréciation qui empêche de réussir justement à faire cohabiter l'islam et les Français. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut assumer de traiter toutes les religions et assumer de traiter la religion musulmane comme n'importe quelle autre religion qui est présente sur le sol français. Elle y est présente logiquement de manière beaucoup plus récente que d'autres religions dans notre pays. Et donc, en effet, il y a un certain nombre de sujets qu'on a réussi à adresser, et non sans mal avec d'autres religions, qui aujourd'hui, on est pressé de le faire sur la religion musulmane parce qu'elle est plus récente, encore une fois, sur notre sol. Mais l'idée n'est pas de la traiter de manière différente, ni dans un sens, ni dans l'autre d'ailleurs, ni en droit, ni en devoir. Il faut que ce soit la même, qu'on applique de la même manière en fait à l'ensemble des religions les principes dont on s'est doté par la loi de 1905. Et je crois que c'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est encore une fois sans naïveté, sans complaisance, avec beaucoup de détermination qu'il faut le faire. Et en luttant en plus contre celles et ceux qui, eux, veulent faire de l'entrisme, veulent faire du prosélytisme et font finalement de l'idéologie islamiste, ce qui n'est pas la même chose que la religion. Je reviens à Erdogan et son retrait donc, de la Convention d'Istanbul, qui est, je pense, assez scandaleux aux yeux de tout le monde en France. Il y a un vrai consensus. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a fait une interview récemment en disant qu'il s'inquiétait d'ailleurs
de la façon dont le pouvoir turc pouvait s'immiscer dans la prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que Twitter coupe le compte d'Erdogan? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un deux poids deux mesures? Pourquoi Donald Trump et pas quelqu'un comme Erdogan, qui est quand même assez effrayant du point de vue des droits de l'homme et dans ses relations à l'Union européenne? Alors, c'est des questions Là, je change, très oui, je différentes. passe sur le sujet. Évidemment qu'il est très choquant que la Turquie soit sortie de cette convention, qui était un enjeu majeur sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, il y a une réaction de la société civile turque extrêmement puissante, et notamment des femmes. On voit bien à chaque fois que ce sont les droits des femmes qui sont attaqués. Et c'est la même chose dans un certain nombre de pays réactionnaires au sein de l'Union européenne, en Pologne notamment. Et à chaque fois, les femmes sont présentes et prennent le risque justement de s'exposer, de manifester et de revendiquer les droits qui sont les leurs, que ce soit sur la lutte contre les violences, que ce soit le droit à maîtriser son corps, qui est évidemment un droit essentiel pour la dignité humaine et la dignité de chaque femme. Après, sur la question sur les réseaux sociaux, de fait, on n'a pas la gouvernance de ces réseaux sociaux Non, nous bien échappe. sûr. C'est Mais bien, je veux dire, qu'est-ce que c'est vous bien la en pensez de difficulté. cette censure faite par des groupes privés et qui paraît parfois un peu absurde? Non, mais moi, je m'étais exprimée au moment où Donald Trump avait vu son compte être censuré. J'ai aucune proximité idéologique avec l'ancien président des États-Unis. Il se trouve, je peux comprendre, c'était au cœur d'une contestation électorale. Il a perdu tous les recours qu'il a fait. Il a continué à clamer qu'il était victorieux et ça a donné ce qui s'est passé au sein du Capitole avec quand même de la violence, des morts et des scènes complètement délirantes qu'on a vues déferler des États-Unis et qui, je pense, nous ont toutes et tous sidérés par leur ampleur, leur violence ou leur caractère aussi parfois malheureusement croquignolesque. Donc je peux Mais qui comprendre. sont rien comparé à Erdogan. Je veux dire, Non, mais là, moi, je n'ai pas autorité sur Twitter pour bien dire sûr. quel compte est autorisé ou ne l'est pas. Chaque jour, je signale des comptes parce que je fais objet de menaces ou d'insultes et je vois bien que ces comptes continuent à rester tout à fait librement et avec voilà, une grande facilité d'action. Je pense que c'est malheureusement aussi un vrai choix qu'on devra faire dans les années qui viennent, savoir si on doit rester ou pas sur ce type de réseau social. Parce qu'après tout, ces réseaux n'existent que parce que nous y sommes, parce que nous les utilisons. Donc, continuer à critiquer Twitter tout en étant sur Twitter est aussi une incohérence peut-être personnelle qu'on a tous, hein, parce qu'en vérité, on y est tous, c'est-à-dire les journalistes, les hommes ou les femmes politiques sont tous présents, alors qu'on en perçoit tous évidemment les limites. On se parle un peu en silo, on se parle entre communautés. Je ne crois pas que ce soit là où le débat réellement se passe, je ne crois pas que ce soit là où on arrive à faire émerger des idées nouvelles, on arrive à créer un débat apaisé, ni même à gagner en termes potentiels d'influence ou d'arriver à faire adhérer aux valeurs qui sont les nôtres. Donc je pense que la question, elle va se poser plutôt de cette manière-là, de se dire à un moment, si on considère que ce réseau social n'a plus de social que le nom, qu'il nous met en danger, qu'il met en danger les valeurs démocratiques auxquelles on croit et qu'il ne fait pas les bons choix, c'est aussi notre responsabilité individuelle d'en partir. Alors, on va passer à des sujets plus légers. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre père et de sa voix que tout le monde connaît? Ah oui, je peux évidemment vous parler de mon père. Non, j'ai été très amusé en découvrant ça. Enfin, mon père est comédien, il a fait le Conservatoire d'art dramatique de Paris. Il est avant tout comédien de théâtre. Il est actuellement metteur en scène aussi. Il est en train de travailler à une mise en scène de Molière. Donc, il continue avant tout ce métier-là, cette passion pour les mots, pour les livres, pour le théâtre. C'est vrai qu'il a aussi une voix que les Français connaissent parce que depuis maintenant 40 ans, il est la voix française notamment de Sylvester Stallone puisqu'il a fait beaucoup de doublages. Il a fait des castings à l'époque, hein, il y avait des castings pour ce type de métier. Et donc, voilà, il est comédien. Il se trouve qu'il prête sa voix à celle d'autres grands acteurs internationaux et américains, Sylvester Stallone, Nick Nolte aussi régulièrement, beaucoup de dessins animés aussi.
Et voilà. Et je crois qu'il a une voix, en tout cas, que beaucoup, si ce n'est tous les Français connaissent. Oui, forcément. La politique et le théâtre, justement, ça se ressemble beaucoup? J'espère pas trop. Après, oui, il y a évidemment parfois des ressemblances. Il y a aussi des choses que le théâtre vous apprend sur la manière de capter l'attention, sur la manière de placer votre voix. Où je pense évidemment que Vous avez fait du théâtre j'ai fait vous-même du théâtre. avant la politique ou Mais en total concomitamment, amateur, quoi. mais oui, oui, j'ai pris des cours de théâtre toute mon enfance et mon adolescence. Et puis j'ai continué à énormément lire. Enfin, certaines techniques me sont restées, c'est-à-dire que je ne sais pas écrire un discours sans le parler directement, en fait. Parce que je pense qu'il faut dire, prononcer, entendre. Et voilà, ça, c'est des choses qui me sont restées. Mais je pense que voilà, il y a un truchement familial aussi qui a beaucoup aidé. Vous avez été étudiante à Sciences Po. Est-ce que vous avez trouvé que c'était l'école du conformisme ou au contraire, vous avez vu une grande diversité d'opinions? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, l'époque où moi j'y étais, donc j'y suis entrée en 2004 et diplômée donc en 2009, est très différente déjà de l'école qui existe aujourd'hui. Je pense que c'est assez douloureux pour beaucoup d'entre nous qui sommes des anciens élèves parce que c'était pour moi une fierté absolue d'entrer dans cette école. C'est vraiment l'école que je voulais faire depuis toute mon adolescence et donc passer le concours et voilà, le fait d'entrer dans cette école était quelque chose qui était pour moi vraiment absolument essentiel. Et j'ai gardé des très solides amitiés et avec d'anciens enseignants et avec évidemment d'anciens camarades de classe. Après, malheureusement, l'école a beaucoup évolué dans un sens qui n'est pas le mien idéologiquement et qui est assez inquiétant. On verra si la nouvelle direction arrive à redresser le cap. C'est une école qui, moi, m'a beaucoup appris. euh, Vraiment en termes de méthode, d'organisation de la pensée, de liberté aussi de penser. Moi, j'ai pas eu le sentiment d'appartenir à une école conformiste. J'ai eu l'impression de pouvoir exister, faire exister mes idées. Alors oui, il y avait probablement un penchant plus à gauche qu'à droite au moment où j'y étais, mais qui est finalement à peu près toujours le cas au sein du monde universitaire ou étudiant. Mais ça n'empêchait pas du tout qu'on puisse exprimer les idées qui étaient les nôtres, et parfois d'ailleurs se rejoindre sur des combats communs. Mais en tout cas, j'espère qu'elle saura redevenir l'école que moi j'ai profondément aimée, respectée et pour laquelle j'étais si enthousiaste à l'idée d'y entrer. Est-ce qu'il y a des courants de pensée dont vous vous revendiquez? Vous avez évoqué le libéralisme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres écoles de pensée ou d'ailleurs des figures tutélaires qui vous semblent vous correspondre et qui vous inspirent aujourd'hui particulièrement? Le libéralisme, ça a toujours été quelque chose de compliqué en France. La passion pour l'égalité, pour la liberté se sont toujours heurtés. Ça fait des essais passionnants. Mais c'est vrai que politiquement, ça a toujours été finalement difficile d'assumer un libéralisme parce qu'il était aussi beaucoup à géométrie variable. Il était parfois soit très clair en matière économique, soit très porté en matière sociétale. Mais il y avait finalement jamais de juste milieu ou d'entre-deux. Donc ça, je crois qu'on a réussi, en tout cas nous, à porter un chemin nouveau en la matière. Donc moi, je reste profondément libérale, très européenne. Moi, je crois que la campagne présidentielle qu'on a faite, qui était d'assumer non seulement l'héritage de la construction européenne, mais aussi la capacité à continuer à porter ce message, alors que tout le monde nous disait que c'était probablement la pire des idées à porter pendant une campagne présidentielle. On l'a porté avec beaucoup justement de fierté. Et je crois que ça a aussi fait la différence sur une partie des Français qui étaient peut-être fatigués aussi qu'on n'assume plus cet héritage-là. Et puis après, je vous ai cité certaines femmes qui sont très actuelles aujourd'hui, de Delphine Orviller à Caroline Fourest, Elisabeth Badinter qui reste pour moi une figure essentielle et qui sont des femmes que j'admire profondément, avec lesquelles j'échange et qui pour moi aujourd'hui représentent quelque chose, représentent une voix dans notre pays. Vous parlez de l'Europe, le traité de 2005 qui a été rejeté par les Français, le traité constitutionnel, a été passé ensuite par voie parlementaire. Vous pensez que Nicolas Sarkozy a bien fait? Est-ce que vous pensez que c'est une insulte à la souveraineté populaire? Quelle est
opinion là-dessus? Je sais que vous êtes vous-même très européenne, mais est-ce que ça n'a pas dégoûté aussi, participé à dégoûter les Français de la vie politique? Moi, je me souviens très bien du référendum parce que c'est la première fois que je votais. Et donc, de fait, c'était un échec, mais c'était la première vraie campagne électorale à laquelle j'ai participé et la première fois que je pouvais voter pour une campagne. J'étais en plus à Sciences Po, donc vous imaginez bien que le climat à Sciences Po, à Paris, faisait que, je crois qu'on avait fait des élections internes, on était à 97% de oui, ce qui est assez logique, vu la composition sociologique et théorique, j'allais dire, de Sciences Po. Euh, donc j'ai été très profondément marquée par la campagne aussi, parce que c'est la première fois qu'elle s'organisait de manière différente aussi aux précédentes campagnes. À l'époque, on parlait des blogs, mais c'était très nouveau, qu'il y ait cette influence-là, justement, de sites en ligne qui interagissaient. Ça paraît complètement fou de dire ça, alors que c'était finalement il n'y a que 15 ans. Mais on voit l'accélération assez impressionnante depuis sur l'organisation des campagnes électorales. Après, ne faut pas non plus mentir là-dessus, parce que la campagne de 2007, les deux candidats principaux, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, annoncent très clairement le fait que s'ils sont élus, ils mettront en œuvre et la ratification de ce qu'on appelait la Constitution européenne. Donc il n'y a pas d'agenda caché, ni de l'un ni de l'autre. On sait que si on vote pour l'un des deux principaux candidats, et s'il est élu, alors ce sera mis en œuvre. Ce qui aurait été un problème démocratique. Les deux principaux candidats, donc finalement, oui. Est-ce que les Français avaient le choix? Ils ont toujours le choix, puisqu'il y a une élection, et l'un des deux aurait pu ne pas se retrouver au second tour de la campagne présidentielle, par exemple. Rien n'était évident en la matière. On a eu une campagne 2007 qui était probablement l'une des plus belles campagnes présidentielles qu'on ait eues, avec des candidats nouveaux, des candidats qui étaient en rupture, y compris idéologique, par rapport à leur propre parti politique d'origine, qui finalement n'étaient pas les candidats choisis initialement par l'intelligentsia de leur parti. Ils ont vraiment pris le pouvoir par l'extérieur du parti, par un soutien populaire, en vérité militant, très fort. Les deux, d'ailleurs, de manière très claire. Par des sondages trafiqués pour Ségolène Royal aussi, mais par une campagne primaire qu'elle a gagnée au premier tour face à deux anciens ministres et premiers ministres pour Laurent Fabius. Elle gagne à plus de 60% dès le premier tour de la primaire, alors que dans tous les débats, elle était moquée, vilipendée. Moi, c'est pas mes idées, mais j'ai toujours été très étonnée de la violence des remarques qu'elle pouvait générer. Comme si la gauche trouvait formidable Lionel Jospin, qui a quand même réussi à ne pas être au second tour d'une campagne présidentielle, et trouvait insupportable une Ségolène Royal qui pourtant a lavé l'affront de 2002 en étant, elle, au second tour de la campagne présidentielle quand même. Et par contre, oui, elle leur a fait l'affront suprême d'avoir éliminé au premier tour d'une primaire qu'elle n'était pas censée gagner, et Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Mais je trouve qu'elle a fait l'objet d'une violence qui me paraît extrêmement déplacée et injustifiée, en vérité. En tout cas, sur le référendum, ce qui est certain, c'est que ce qui aurait été un problème démocratique réel aurait été que les candidats n'assument pas l'agenda qui était le leur. Les deux ont assumé un agenda européen très clair et ont assumé de dire qu'il passerait par une ratification parlementaire. Est-ce que vous croyez en la souveraineté populaire? Oui, moi j'y crois. J'y crois à partir du moment où elle est clairement exprimée, et savoir aussi ce qu'on entend par souveraineté populaire. Est-ce que la souveraineté populaire, c'est les urnes, ou est-ce qu'elle doit s'exprimer ailleurs? Moi, je crois qu'elle s'exprime lors de campagnes électorales et qu'ensuite, elle est sanctionnée, elle est clairement énoncée dans les urnes. Le référendum, par exemple, c'est plutôt une arme qui vous inquiète ou... Non, c'est pas une arme, le référendum, c'est un outil démocratique qui existe et qui a du sens sur des questions qui sont des questions fondamentales. Donc moi, j'ai aucune difficulté à ce que des référendums puissent être déployés. On envisage d'ailleurs qu'un puisse exister sur la révision constitutionnelle, sur l'article 1er, qui viendrait ajouter l'enjeu de la garantie de la protection environnementale, qui est issu justement aussi d'une autre forme de souveraineté
populaire qui était annoncée lors de la Convention citoyenne pour le climat. Donc moi, j'ai aucune difficulté à ce que demain, évidemment, un tel référendum puisse exister. Je pense qu'on ne peut pas les démultiplier, quelles que soient les questions, pour des raisons assez évidentes d'organisation, de clarté. Par contre, sur des choix essentiels, revenir devant les Français, assumer de prendre ce risque, assumer de les faire trancher, oui, il y a du sens. Un référendum sur l'immigration, par exemple, qui est un sujet qui divise beaucoup les Français. Mais je vois pas très bien, j'entends que Marine Le Pen veut faire un référendum sur l'immigration, mais c'est quoi la question qui est posée? Seulement une bonne partie de la droite. Et je suis d'accord, toute la question, c'est Comment la vous manière formulez, d'aborder comment le vous sujet. formulez la question? La question, un référendum, c'est oui ou non, c'est pour ou contre. Ce que je veux dire, c'est que là, sur l'écologie, c'est un peu, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron pose une question à laquelle tout le monde sera d'accord. Mais Est-ce qu'il je faut suis pas certaine. qu'on protège l'environnement? Je pense que la question sera le taux de participation. Oui, mais vous savez changer quand même la Constitution pour dire qu'il faut garantir le respect justement en matière environnementale n'est pas tout à fait la même chose que de dire est-ce que oui ou non vous êtes écologiste. Ça veut dire que à l'endroit le plus clair et le plus fort de notre ordre interne, de fait, on va demander aux Français s'ils sont prêts à le placer. Est-ce qu'il y a des enjeux industriels, économiques qui sont importants Il y a aussi un large derrière. consensus sur le sujet On verra, aujourd'hui. on verra si les Français souhaitent participer ou non, s'ils répondent à la question posée ou non, ce qui est toujours évidemment le risque sur un référendum, s'ils considèrent que c'est un enjeu essentiel ou pas à leurs yeux. Après, sur la question de l'immigration, j'ai du mal à voir comment la question pourrait être formulée. Est-ce que c'est... Enfin, encore une fois, la réponse, elle est assez basique dans un référendum. C'est pas un oui mais ou oui peut-être. C'est oui ou non. Et donc, la question, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut des quotas annuels en matière d'immigration. Ça veut rien dire comme question. Des quotas annuels pour quel type d'immigration? Pour le regroupement familial? Alors qu'on sait très bien qu'on est aussi tenu par un certain nombre de traités, y compris européens, justement, sur le droit à une vie familiale normale, sur la question des étudiants étrangers, ce qui aurait aussi des conséquences en termes d'attractivité de la France et de capacité que nos propres étudiants puissent aller étudier à l'étranger, parce qu'il y a une logique aussi de réciprocité qui existera avec d'autres pays, sur l'immigration économique. Sur l'immigration économique, c'est par filière. Ces questions, elles sont beaucoup plus complexes qu'une réponse par oui ou par non. La Suisse le fait régulièrement. Mais c'est pas parce que la Suisse le fait que la France doit le faire. C'est possible en termes de questions. Après, est-ce que c'est possible en termes de questions. On n'est pas du tout sur le même modèle démocratique que la Suisse. On n'est pas un État fédéral. On n'est pas organisé de la même manière. On n'a pas le même nombre d'habitants. On n'a pas les mêmes problématiques et les mêmes questionnements. Ils ont une habitude aussi justement de fonctionner par référendum et référendums locaux qui n'est pas du tout l'ADN qui est le nôtre aujourd'hui. Peut-être qu'on y viendra. Mais la question, et sur ces questions-là, encore une fois, on parle de souveraineté nationale. Donc la question n'est pas de savoir ce qui s'opère ailleurs. La question, c'est est-ce que nous, on considère que certaines des questions doivent être posées directement aux Français ou est-ce que ces questions, en vérité, elles sont tranchées au moment d'une campagne présidentielle, puis ensuite des campagnes législatives? C'est vrai que les Français ont le sentiment, et peut-être c'est ma question suivante, il y a une désaffection de plus en plus grande vis-à-vis des politiques de la part des Français. Toutes les études le montrent. Et comment vous l'expliquez? Moi, je pense que ça peut s'expliquer aussi par justement le sentiment que leur souveraineté leur échappe, en fait. Et je ne pense pas qu'à l'immigration, il y a la souveraineté industrielle, il y a toutes ces questions où ils ont le sentiment que les politiques sont impuissants et leur font croire des choses qu'ils n'appliquent jamais. Comment vous expliquez cette désaffection? Elle est réelle. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui le minorer. Enfin, on le voit malheureusement sur les chiffres de l'abstention notamment, ou sur même les Français qui ne s'inscrivent même plus sur les listes électorales quand ils déménagent ou autres. Donc on ne peut pas nier qu'il y a pas une désaffection, il y a un affaiblissement général des partis politiques. Je pense que les primaires ont tué les partis politiques. À partir du moment où les partis se sont dessaisis de leur capacité à choisir eux-mêmes leurs candidats à la présidentielle, ils se sont privés de leurs prérogatives essentielles. Là, justement, en demandant leur avis aux Français. Mais je ne pense pas que les Français aient donné, à mon avis, la bonne réponse, en tout cas pas électorale, ni que ce soit forcément les bonnes personnes qui se soient déplacées. Il y avait beaucoup d'autres motivations à venir voter
ici à la primaire à gauche ou ici à la primaire de la droite et du centre. Donc, il y a une absence aussi, à mon avis, d'idéologie. C'est-à-dire on a beaucoup plus de mal à se rattacher, à se raccrocher aujourd'hui à des identités politiques qui sont clairement déterminées. Alors c'est peut-être bien parce que ça permet aussi finalement plus de pragmatisme, ça permet d'assumer aussi parfois de faire des erreurs, de changer d'orientation, de modifier la décision publique qui doit être prise, mais ça donne aussi moins de repères. Et je pense qu'il y a en grande partie ça qui joue sur la désaffection des Français. Après, sur la capacité à faire et à rendre compte de ce qui est fait, quelque part, on sait qu'on sera potentiellement sanctionné au moment des autres élections. Et notamment, là, on verra en vérité dans 1 an et demi, savoir si, oui ou non, les Français considèrent qu'on a fait ce sur quoi on s'était engagé malgré la crise. Et malgré une crise qui fait, et ça je pense que tout le monde l'a compris, que forcément les priorités ont pu être modifiées. En tout cas, l'agenda a été complètement bouleversé. Au sujet de l'Assemblée nationale, donc vous siégez à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. S'il y avait une réforme à passer d'ici la fin du quinquennat et qui vous tient à cœur dans ce domaine, quelle serait-elle? On rêve un peu. Imaginez que vous ayez la main. Qu'est-ce qui vous tiendrait le plus à cœur? Sur l'éducation nationale, on a fait beaucoup, mais on a fait beaucoup aussi qui ne passe pas forcément par la loi. Parce que quand vous faites le dédoublement des classes en REP et REP+, ou dans les quartiers plus prioritaires, ou quand vous sanctuarisez, quel que soit le territoire, les classes dans les écoles rurales ou le nombre d'enfants en maternelle, on n'est pas sur du pur législatif. C'est du domaine réglementaire, ça ne passe pas par le Parlement. Ce qu'on fait, c'est qu'on vote par contre des budgets pour l'éducation nationale qui, eux, sont en augmentation. Donc, je ne sais pas si c'est forcément par la loi. Moi, je suis très attachée à l'idée que sur la sortie de crise, qui va aussi être une crise territoriale, une crise qui risque d'être un accroissement en termes d'inégalité, de montée de la pauvreté, que la réponse, elle ne soit pas uniquement une réponse budgétaire ou économique, mais qu'elle soit aussi une réponse éducative et culturelle. Ça, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup qu'on répare le pays, on répare les inégalités, on répare ce sentiment aussi de déclassement dont on parlait tout à l'heure, par la capacité à démontrer que chacun a les mêmes droits et a la même capacité à pouvoir les exercer. Et ça passe notamment évidemment par l'école, et ça passe aussi par la culture. Moi, c'est ce que je défends depuis le premier jour sur la culture, sur la place de la culture dès le plus jeune âge, à l'école, pour que ça ne repose pas sur la chance, sur le hasard, sur la capacité des familles, que ce soit les capacités qui sont financières ou parce qu'elles l'ont elles-mêmes développé, elles ont cette appétence-là. Et ça, je crois beaucoup aux effets que ça produit. On le voit, la place de la lecture dans notre pays. Ce ne sont pas des sujets mineurs. Vous travaillez particulièrement en ce moment sur les bibliothèques. Exactement. Globalement, la place de la lecture. Oui, mais parce que je crois que ce n'est pas du tout un sujet mineur, déjà parce qu'on est en France, et que notre identité, elle est aussi une identité culturelle. Et que c'est ça aussi qu'on doit pouvoir affirmer, c'est-à-dire quand on parle de sentiment de reconnaissance dans la République française, ça passe évidemment par la langue, par la culture, et par la capacité à s'approprier une culture et une identité française. Donc il y a évidemment cet enjeu de reconnaissance qui est extrêmement puissant, cet enjeu d'attractivité des territoires qui se joue avec la culture. Il y a une phrase que j'ai retenue, mais j'ai beaucoup parlé avec Olivier Py, qui a longtemps dirigé le festival d'Avignon, et qui faisait cette comparaison entre Avignon et Béziers. Il disait finalement, qu'est-ce que serait Avignon sans le festival? Ce serait Béziers, le Rassemblement national. Et c'est très vrai, en vérité. C'est très cruel, peut-être dit comme ça, mais je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire que la capacité à redonner de la fierté sur un territoire, de l'attractivité, du travail aussi, concrètement. Mais voilà, ce sentiment de rayonnement, ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus important, ça passe par la culture. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel qu'on doit faire aboutir dans ce mandat, se dire la sortie de crise, elle ne peut pas être juste une sortie de crise budgétaire, économique, elle sera évidemment aussi cette urgence-là, mais l'urgence sociale, c'est aussi avant tout une urgence éducative et culturelle, et c'est là où on peut réparer les inégalités territoriales. Alors, il y a des combats qui vous tiennent particulièrement à cœur. Est-ce que vous pouvez
répondre de manière très courte, ce que vous évoque les mots que je vais vous citer. Donc le voile islamique, on l'a un peu dit, mais si vous aviez quelques mots pour le décrire. Un enjeu essentiel pour moi d'émancipation. Garantir que chacun ait une place dans notre pays, dans notre République et accès à sa propre émancipation. La lecture, vous en avez parlé. Le cyberharcèlement. Oui, ça malheureusement on le subit. On y est Vous tous avez été très exposés. souvent menacé de mort, insulté, jamais sous protection encore. Alors, protection de mon domicile, oui. Ça a été fait malheureusement. Un certain nombre d'alertes que j'ai reçues, de conseils sur le fait de ne pas emprunter le même chemin tous les soirs quand je rentre chez moi. C'est quand même très dérangeant quand vous êtes député, qu'on vous explique quand même que comme vous êtes menacé, intimidé, il faut que vous puissiez vous protéger par vous-même et que vous fassiez attention. Donc un sentiment aussi finalement d'impuissance qu'on a collectivement par rapport à ça. Je porte plainte de manière très régulière, en espérant qu'à un moment ça porte ses fruits. Mais je vous trouve presque, enfin pas assez véhémente sur le sujet. C'est-à-dire, vous imaginez le nombre de gens menacés de mort et protégés aujourd'hui sous protection. On a reçu ici Thibault de Montbrial, on parlait de Zineb El Razoui tout à l'heure. Le nombre de personnes qui sont sous protection, tout ça parce qu'ils s'attaquent à l'islam politique. Et je trouve qu'on reste, enfin le combat, je le trouve tellement pas à la hauteur. Là, c'est vraiment, j'en fais pas une fixation, mais de fait, en fait, en recevant ces invités, et vous êtes une des nombreuses autres, malheureusement, à subir ces menaces. Mais c'est terrible, et je Non, vois mais presque moi, je une les prends passivité pas. face Non, à... mais je les prends pas du tout à la légère, ces menaces. Non, c'est Et pas moi, ça, mais... ces menaces-là, parce que Et c'est admirable, mais vous les n'êtes menaces, pas... elles sont pas. Je ne trouve pas révolté. À votre place, je serais révolté. J'aurais envie Que je de... sois révoltée, oui, mais enfin, c'est pas parce que je vais m'exciter sur un plateau et devant une caméra que ça va changer quelque chose. Donc moi, l'action, elle est une action judiciaire, puisque je porte plainte de manière systématique, et elle est surtout le fait de dire, de continuer à exprimer les convictions qui sont les miennes. La menace, elle a un but clair, c'est de vous faire changer d'avis. C'est de vous faire renoncer au combat que vous portez. C'est de vous mettre une telle pression qu'à la fin, les personnes que vous citez, donc Thibault de Montbrial, qui est avocat, renoncent à s'exprimer publiquement, défendent peut-être d'autres types de clients, que Zineb El Razoui se taise, que moi, à la fin, je ne vote plus comme je veux voter, parce que je me sentirais contrainte, intimidée, menacée. Donc la menace, elle vise clairement ça. Donc moi, ma révolte, c'est déjà d'assumer exactement qui je suis et de ne pas renoncer au combat que j'estime juste et que j'estime nécessaire. Après, encore une fois, c'est pas dans l'excitation que je vais réussir à mieux le juguler. C'est aussi aux réseaux sociaux, hein, clairement, de faire le job. Il y a des réquisitions qui sont faites régulières. Quand c'est via Facebook, soit sur Facebook ou Instagram, ça va plutôt vite. Et les plateformes sont coopératives. Sur Twitter, c'est clairement pas le cas. Ils ne coopèrent pas, ou en tout cas très, très, très lentement, trop lentement. Et ça empêche derrière de retrouver un certain nombre d'auteurs justement de ces menaces. Il y a un autre combat qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager ici? Les combats, je disais, je pense qu'ils se rejoignent en vérité. Hein. Les combats pour l'émancipation, les combats féministes, les combats pour la culture, c'est avant tout, encore une fois, des combats qui permettent à chacun de prendre son destin en main. C'est ça, un vrai combat politique à mener. Vous pensez qu'Emmanuel Macron se représentera en 2022? Je le pense, je l'espère. Je pense qu'il a non seulement un bilan très clair à pouvoir défendre, je pense aussi qu'il a démontré une capacité à tenir pendant une crise qui nous a tous sidérés, puisque personne ne pouvait ni prévoir ni s'attendre déjà à ce qu'elle existe, et ensuite à ce qu'elle perdure aussi longtemps. Et je crois qu'il a démontré beaucoup de calme, beaucoup d'adresse, beaucoup de capacité de résilience aussi pendant cette période-là, qu'il a su prendre aussi un certain nombre de décisions. La crise, on arrivera à la juger dans 1 an. On la jugera pas maintenant, c'est pas vrai. On la jugera quand justement elle sera derrière nous et qu'on pourra faire le bilan, à la fois du bilan sanitaire et qui s'appréciera à la fois sur la manière avec laquelle l'hôpital a été géré, la médecine de ville a été gérée, les EHPAD ont été gérés, les risques psychologiques de notre pays, se jugera aussi sur le fait, par exemple, que nous, en France, on ait tout fait pour maintenir nos écoles ouvertes, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays où on a des décrochages terribles, avec des enfants qui, depuis des mois, n'ont pas vu une salle de classe. Donc ça, c'est une vraie singularité, une vraie force française.
Elle se jugera d'un point de vue économique. Est-ce que oui ou non, on aura tout fait pour protéger nos entreprises et protéger les emplois qui y sont associés? On a vu finalement qu'il y avait même un recul du nombre de faillites l'année dernière, justement parce qu'il y a eu un soutien sans précédent de l'État. Donc je pense que en vérité, on ne sait pas évaluer aujourd'hui parce qu'on est encore dans la crise et qu'on saura, je l'espère, en sortant le plus vite possible, réussir à évaluer beaucoup plus sereinement et avec plus de recul, clairement, où la France se sera située tout au long de cette crise par rapport aussi à des pays qui sont comparables. Si j'avais 18 ans, j'aimerais beaucoup les avoir. Est-ce que vous me conseilleriez de m'engager en politique aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et si oui, vous me donneriez quoi comme conseil? Déjà oui, évidemment, je vous inciterai, si vous en avez envie, évidemment, à vous engager en politique parce que c'est des combats essentiels qu'on peut y mener. Moi, j'ai toujours cru en la politique, je continuerai d'y croire, que je sois encore élue ou pas, je resterai éternellement engagée sur un certain nombre de causes, ça c'est certain. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'engagement, il se fait par la voie associative? Est-ce qu'il se fait par la voie d'un parti politique? La force d'un jeune de 18 ans, c'est qu'il a accès à la parole aujourd'hui. Alors que nous, il y a pourtant pas si longtemps, il y a 10-15 ans, on n'avait pas accès à la parole. On ne pouvait pas, au travers d'un tweet, avoir une audience de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes. Donc, on peut créer des audiences, on peut prendre la parole. Et moi, c'est un des conseils que mon père m'a donné depuis toute petite et que j'ai toujours suivi. Il m'a toujours dit, la parole, ça ne se donne pas, ça se prend. Et c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai en politique. La force qu'on a, c'est qu'à un moment, on a une parole publique. Et donc, il faut qu'on sache s'en servir à bon escient. Mais la force de celles et ceux qui s'engagent et qui sont plus jeunes, c'est qu'ils ont immédiatement accès à cette parole. Il faut qu'ils sachent la maîtriser, la doser. Mais c'est une force inouïe et que peu d'autres types d'engagement dans la vie permettent. Eh bien, merci Aurore Berger, c'est une Merci à belle vous. conclusion. Merci d'avoir été là, merci de vous être montré sous un nouveau jour, pour ceux qui vous connaissaient peu. Et puis, merci à vous tous qui nous suivez. Nous atteignons ce dimanche 5000 abonnés. C'est le dernier épisode de notre première saison. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez nous suivre, bien sûr, dès la fin des vacances de Pâques, puisque nous reviendrons avec un nouvel invité que nous vous dévoilerons la semaine de Pâques. Vous avez un dernier numéro en format expert qui sortira donc mercredi prochain. Merci à tous encore. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à donner sur la plateforme Tipeee. Vous avez le lien qui apparaît. Et puis, on vous retrouve donc avec grande joie dans quelques semaines. Merci, à très bientôt. Au revoir.